C'est un plaisir de se retrouver dans ce 7e épisode. Dans l'émission précédente, nous avons souligné le rôle déterminant de nos sens. Grâce à l'application de fabuleuses technologies, nous pouvons voir, entendre et percevoir notre environnement. Ce privilège d'exister et de ressentir les choses nous conduit à considérer une dimension mystérieuse et essentielle, le temps. En effet, et comme nous le savons, le temps est un élément essentiel de la vie. Le découpage des saisons, la succession des mois, des jours, des heures et des minutes, le temps est omniprésent. Et comme le sable enfermé dans ce verre, il s'écoule continuellement et l'on ne peut l'arrêter. Par son action irrésistible, il modifie notre corps et dicte le rythme de nos activités. Mais le temps a évidemment une influence bien plus large et de très nombreuses traces de son impact s'observent dans notre environnement. Les arbres, par exemple, gardent la marque des années passées. Notons que les plus vieux arbres encore vivants ont plus de 5000 ans. Ainsi, et grâce aux cercles de croissance qui s'accumulent dans leur tronc, ils nous indiquent leurs âges. Mais les cernes des arbres ne se limitent pas à marquer des années, ils nous donnent aussi de précieuses informations sur les conditions climatiques du passé. Grâce à certaines espèces, comme les chênes, il est possible d'observer des variations sur de très longues durées. Pour cela, et à la manière des codes-barres, on peut définir des séquences temporelles et établir des recoupements avec des troncs plus anciens. Ce système de datation, que l'on appelle la dendrochronologie, permet de dater des bois qui ont plus de 9000 ans. Mais les arbres ne sont évidemment pas les seuls à subir des transformations. Chaque année, les pluies érodent les montagnes et creusent des canyons. De fait, et selon la nature et la dureté des roches, l'érosion enlève chaque année entre 0,1 et 7,5 mm d'épaisseur au sol. Ces fragments sont emportés par les rivières et s'accumulent au fond des lacs ou des mers. Ainsi, avec les cycles des saisons et selon les précipitations, des couches de limon se forment et ces dépôts dessinent aussi des deltas des fleuves. Par conséquent, et en analysant ces strates géologiques, on peut remonter des millions d'années dans le temps. La force des cours d'eau marque aussi les éléments. Et cette pierre ronde, et pourtant trouvée en haut d'une colline, témoigne du cheminement tumultueux qu'elle a subi en étant brassée par les eaux. Les torrents, les rivières ou la violence des vagues en bord de mer ne sont plus là, mais, et avec les pierres qui ont été polies ou réduites en sable, il en reste des milliards de témoins. C'est aussi la mise en œuvre de puissantes actions que racontent les énormes amas rocheux ou les blocs de granit que de gigantesques glaciers, aujourd'hui disparus, ont transportés à de très grandes distances. Dans les montagnes du Jura, et où habitent mes parents, s'élèvent les restes d'immenses récifs coralliens. À l'exemple des arbres, le corail opère sa croissance par couches successives. Toutefois, et comme son squelette est minéral, les générations se posent les unes sur les autres. Ce processus d'addition est assez rapide et peut conduire à une croissance d'environ 10 mm par année. Par conséquent, et après des millions de générations, les coraux peuvent s'élever sur de très grandes hauteurs. De par cette accumulation, et après que les océans se soient retirés, les récifs coralliens peuvent former d'immenses édifices que l'on peut analyser et dater. Mais les coraux ne sont évidemment pas les seuls êtres vivants à laisser des traces, et dans les roches sédimentaires se trouvent enfermés des restes de végétaux, de crustacés, de reptiles, de dinosaures et d'une multitude d'autres animaux qui vivaient dans des époques très reculées. Avec le temps, un grand nombre de ces espèces ont disparu, mais le reste pétrifié nous en rapporte les caractéristiques.
Par exemple, voici des fossiles de fougères retrouvés dans des mines de charbon du nord de la France. Ils ont été extraits à plusieurs centaines de mètres sous le sol actuel. On y voit les restes des plantes tropicales qui recouvraient cette partie de l'Europe dans des temps reculés. Ces images de fossiles que j'ai trouvées en Suisse ou qui viennent d'autres pays datent de plusieurs millions d'années. Les plus anciens restes pétrifiés et qui témoignent de formes de vie très sommaires sont estimés à près de 3 milliards d'années. Tout cela est sous nos pieds. Par exemple, et à quelques dizaines de kilomètres de ma maison, se dresse une montagne que je trouve emblématique. Sur sa face abrupte, on distingue de très nombreuses bandes de pierres. Ce sont les restes de sédiments qui se sont accumulés il y a très longtemps au fond des mers. Avec le mouvement des plaques tectoniques, les sols se sont plissés et cela a créé des montagnes, dont celle des Alpes. Comme on le voit avec son sommet tronqué, avant que la pluie ne la ronge, la montagne était bien plus élevée. Avec cette usure et sur son flanc qui s'est effondré, on distingue clairement les différentes couches de limon. Une couche, une autre. Ce qui m'impressionne, c'est que dans certaines de ces strates se trouvent enfermés les restes d'espèces aquatiques. Par exemple, ici et dans ce niveau surmonté par des milliers de couches, j'ai trouvé des ammonites. Ces fossiles sont les restes d'animaux qui vivaient dans des eaux chaudes et salées. À cette époque, et lorsqu'ils sont morts, leur corps s'est déposé sur le fond de la mer. Le sable et les limons ont fini par les recouvrir, c'est pourquoi maintenant leurs coquilles se retrouvent enfermées au cœur de ces montagnes. De la même manière, c'est aussi après la lente décomposition d'organismes ensevelis au fond des mers que les hydrocarbures comme le pétrole se sont formés. Avec la migration des plaques tectoniques, ces résidus ont été enfermés à de grandes profondeurs dans les sols. Le temps laisse des traces et en particulier lorsque certains événements du passé agissent avec une grande violence. Ainsi, j'ai dans cette boîte un échantillon que j'ai extrait entre deux plaques rocheuses en Espagne. Dans cette région du bord de mer et sous l'action des forces tectoniques, les anciens dépôts de limon se sont dressés à la verticale. À un endroit et coincé entre deux couches se trouve une fine bande de couleur sombre. Cette strate que l'on retrouve tout autour du globe contient de l'iridium. Ce métal très rare s'est déposé lors de la chute d'une météorite il y a plusieurs millions d'années. L'impact de ce bloc céleste de 10 km a eu d'énormes répercussions et a entraîné la disparition de nombreuses formes de vie, dont notamment les énormes dinosaures. Mais cet événement a aussi permis à d'autres espèces, dont les mammifères que nous sommes, de se développer. Le temps agit, marque et transforme. Par conséquent, et comme l'illustrent les symboles de ce tableau, de nombreux indicateurs nous parlent de son impact sur la Terre. Comme nous l'avons vu, le déroulement des saisons et des années s'écrit, comme pour les arbres, dans la croissance de nombreuses espèces biologiques. Les traces du temps se voient aussi dans les accumulations de matière, et notamment avec les dépôts laissés par les sédiments ou les éruptions volcaniques. L'évaporation des eaux a aussi conduit à concentrer d'énormes quantités de sel. Ces restes forment des étendues désertiques où se retrouvent enfermés à l'intérieur des montagnes. Certains de ces amas sont même cachés sous les mers. C'est notamment le cas de la couche de 2 km d'épaisseur que les scientifiques ont trouvée dans le fond de la mer Méditerranée. Ces immenses épaisseurs de sel se sont accumulées lorsque cette mer s'est asséchée. L'histoire de la Terre est aussi marquée par les mouvements des plaques tectoniques. Ces forces qui forment et déforment les continents ont notamment plissé et élevé des chaînes de montagnes comme celle des Alpes. Leurs lentes migrations ont aussi créé de grandes dépressions comme le grand rift du continent africain. Les déchirures produites par ces mouvements dans la croûte terrestre
ont aussi généré de nombreuses éruptions volcaniques partout sur le globe. L'impact du temps se mesure aussi par des marques de contrainte et d'usure. L'érosion des montagnes, la formation des canyons, le pillage des sols par le poids des glaciers, les impacts causés par les tsunamis, l'action du vent sur les pierres et qui conduit à former et à déplacer les dunes de sable. À ces observations s'ajoutent les transformations que le temps a exercées sur les éléments chimiques et les atomes. Ces processus ont notamment conduit à créer de nombreux types de cristaux, ou par exemple à transformer progressivement l'uranium en plomb. Toute la Terre est marquée par les signes que le temps a laissés, et pour ouvrir et lire ces pages, il suffit d'observer. Mais les signes du temps dépassent l'échelle de notre petite planète. De fait, c'est dans l'univers que s'affichent les plus impressionnants témoignages du passé. La formation des étoiles et des galaxies, les processus atomiques qui ont construit les matières, les rayonnements issus du Big Bang, etc. Environ 14 milliards d'années nous séparent de l'instant où quelque chose a jailli du néant. En réduisant une durée de 25 ans à la taille d'1 millimètre, l'histoire de l'univers formerait un ruban de 560 km. À cette échelle, la naissance du Christ, soit plus de 2000 ans, se situerait à environ 8 cm de l'extrémité. Ce petit espace seulement. Par son immense étendue, l'histoire de l'univers nous donne le vertige et aussi nous place devant une grande question. Car le temps, finalement, c'est quoi? Et cette question n'est pas simple, car contrairement à une idée reçue, il ne s'écoule pas de manière régulière. Le temps est élastique et c'est même l'un des composants qui forment la matière. C'est cette étrange réalité qu'exprime la fameuse formule découverte par Albert Einstein en 1915. E est égal mc carré. C'est-à-dire que l'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Cette formule signifie que la matière abrite une fantastique énergie. De fait, chaque gramme de votre corps abrite la puissance d'une bombe atomique de 20 kilotonnes de TNT. C'est plus que la bombe qui a détruit la ville d'Hiroshima en 1945. Cette colossale puissance cachée dans la matière ne se limite évidemment pas à celle de notre corps. De fait, tout ce qui existe dans ce monde abrite cette puissance démentielle. Par ailleurs, et c'est un autre aspect étonnant, la masse d'un objet est aussi liée à son énergie. Ainsi, et dans votre corps, c'est la danse effrénée des particules élémentaires qui crée la plus grande partie de votre poids. Pensez-y lorsque vous allez sur la balance, vous n'êtes pas trop lourd, vous avez juste un peu trop d'énergie. Dans ce sens, il est aussi amusant de penser que nous abritons 999% de vide. En enlevant les espaces où il n'y a rien, nous serions microscopiques. Mais nous aurions toujours le même poids. Je suis, vous êtes formé principalement par du vide. C'est déroutant. Mais ces étranges réalités physiques, et qui nous invitent à l'humilité, ont encore d'autres implications. Ainsi, et dans ce tableau artistique, j'ai tenté d'illustrer les liens entre l'énergie, la masse et la vitesse de la lumière. En effet, et avec son signe égal, l'équation nous révèle un équilibre. Cela signifie que ce qui est dans cette zone, c'est-à-dire l'énergie, peut se convertir en une masse et une vitesse. Les liens entre ces deux dimensions ont de fortes implications. Par exemple, cela signifie qu'en lançant un projectile à de très grandes vitesses, je modifie l'espace dans lequel il évolue. Par conséquent, plus il va vite, plus le temps ralentit. Pratiquement, cela signifie que si je pouvais me déplacer à une vitesse proche de la lumière, vous me verriez parler et bouger très lentement. De plus, et à cause du ralentissement de la vitesse des rayonnements, toutes les couleurs tireraient sur le rouge.
C'est pour tenir compte de ces effets sur le temps que l'on doit corriger les horloges des satellites GPS qui tournent à grande vitesse autour de la Terre. À cette échelle, il s'agit de minimes corrections. Mais si l'on arrivait à atteindre la vitesse de la lumière, soit environ 300 000 km à la seconde, nous pourrions monter sur le mur du temps et il s'arrêterait. Cet aspect nous amène à une réalité déroutante. En effet, la lumière du Soleil met environ 8 minutes pour arriver sur la Terre. Par contre, elle met plus de 4 années pour venir depuis notre plus proche étoile, Proxima du Centaure. Mais à l'échelle de l'univers, ce n'est rien. Ainsi, et grâce à de puissants télescopes, nous arrivons à capter la lumière qui vient des profondeurs de l'univers, soit un chemin qui correspond à plusieurs milliards d'années. Oui, mais c'est une considération relative, car les particules et les ondes de lumière que nous captons se déplacent à la vitesse du temps. Pour elles, nos milliards d'années n'existent pas. Elles viennent de partir et elles sortent à l'instant de leur source lumineuse. Ces étranges aspects nous amènent à prendre conscience que tout ce qui compose l'univers est en mouvement et que tout se définit selon des temps relatifs. Par ailleurs, et c'est bien de s'en rappeler, dans l'univers, les forces et tous les rayonnements qui forment les particules et les atomes sont dans l'état où ils sont. À cette échelle, il n'y a ni passé ni futur, tout se passe dans le présent. Cet aspect est déroutant, car, et comme le montre ce dessin, nous parlons volontiers de l'âge de l'univers. Comme la science a pu le découvrir, et comme je l'ai évoqué dans le premier épisode, l'univers a commencé par un point d'origine, le fameux Big Bang. Poussé par des forces colossales, les particules puis les atomes qui composent l'univers se sont condensés de manière à créer les étoiles, les galaxies et les planètes. C'est ce qu'illustre cette arborescence horizontale. Elle représente notre vision du temps et place donc les origines de notre univers à près de 14 milliards d'années. Oui, mais comme nous l'avons vu, une particule de lumière générée à ces époques est toujours dans le présent. Par conséquent, et dans la réalité atomique, toute cette arborescence historique est virtuelle, elle n'existe pas. De fait, c'est cette fine et fugace arborescence qui porte l'univers. Son épaisseur est infime car tout existe dans l'instant présent. Par exemple, un arbre, un caillou, un fossile ou un corps biologique peut être marqué par le cheminement qu'il a subi. Mais pour les atomes qui le composent, il est toujours dans son état réel. Par conséquent, ce qui existe et l'univers ont toujours été posés sur ces racines verticales. Comme pour la particule de lumière qui vient du fond de l'espace, l'univers est maintenant. Mais alors, et si l'univers est enfermé dans le présent, qu'est-ce que le temps et d'où vient-il? Cette question m'amène à parler du 7e sens biologique que j'avais évoqué. Ce sens oublié et qui est pourtant le plus important de notre vie, c'est la mémoire. En effet, sans mémorisation, pas de perception du temps. C'est parce que nous avons la capacité d'enregistrer le présent que nous avons conscience du passé et du futur. Je peux illustrer cette réalité avec cette balle. Si je la lance, elle va suivre une trajectoire. Par contre, et avec un appareil photo, je peux figer son état et la balle semblera immobile. En multipliant les photos, je vais mémoriser ces différentes positions. Grâce à ces clichés et en repassant rapidement les images, je peux reproduire son mouvement. C'est ce procédé que l'on applique pour faire des vidéos. Pour ça, des tranches du présent sont mémorisées à une fréquence de 25 ou 30 images par seconde. En les repassant à cette vitesse, cela nous donne l'impression que cela bouge. Dans la réalité, la boule a toujours été que dans le présent. Et sans disposer des tranches prises dans le passé, vous ne pourriez voir son mouvement. De fait, avoir conscience du passé, du futur et du présent nous semble naturel. Et pourtant, sur le plan biologique, c'est un défi immense,
car pour nous donner la sensation du temps, notre organisme doit découper et conserver des tranches d'informations. C'est ce rôle déterminant du stockage que l'on observe avec la maladie d'Alzheimer. En perdant leur mémoire, les personnes ne savent plus ce qu'elles ont fait, si elles ont mangé, d'où elles viennent, etc. Progressivement, leur espace se referme et les enferme dans la lame étroite du présent. Dès lors, et privées de tout repère, elles sont incapables d'accéder à des ressources vitales. Finalement, même leur organisme ne sait plus ce qu'il doit faire, et c'est la mort. Comme l'illustre ce tragique exemple, la mémoire est un pilier essentiel de la vie, et la conscience du temps s'exprime à toutes les échelles biologiques. Les cellules, les bactéries, les insectes, les êtres aquatiques et les espèces terrestres disposent et usent constamment de leur mémoire. Grâce à cela, certains crabes sont capables d'identifier un jour précis dans l'année et même d'anticiper le temps qu'il leur faudra pour aller pondre leurs œufs dans la mer. Même les végétaux sont pourvus de ce sens temporel. Et avec leur horloge, certaines plantes carnivores calculent même les intervalles en secondes. Mais ce n'est pas simple, car pour obtenir ce précieux septième sens, les systèmes biologiques doivent découper et stocker des informations à intervalles réguliers. Dans les ordinateurs et les smartphones, ces opérations sont cadencées par les rapides oscillations de leurs processeurs. Par ailleurs, et grâce au battement de leur horloge interne, ces appareils peuvent dater et enregistrer des fichiers sur des disques ou des cartes mémoire. C'est une nécessité. Pour garder les choses en mémoire, il faut une horloge. Et ce besoin de disposer de repères temporels pour découper l'information s'applique aux êtres biologiques. Notons que c'est ce que souligne depuis des millénaires le premier chapitre de la Bible. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. L'alternance des jours et des nuits, les phases de la lune, les saisons, tous ces cycles jouent un rôle déterminant. En effet, et grâce à ces références, l'homme peut régler les battements de sa mémoire et obtenir la perception du temps. Mais ce qui est étrange, c'est que cette conscience temporelle n'est pas présente dans la matière. Elle vient d'ailleurs. De fait, la mémoire est une invention extraordinaire. C'est un ahurissant édifice d'intelligence qui transcende la réalité et qui rend la vie possible. Ainsi, et dans l'immensité de ce qui nous entoure et qui n'a pas de mémoire, c'est l'homme qui fait connaître à l'univers son âge de 14 milliards d'années. Cette conscience de l'arborescence virtuelle du passé de l'univers nous amène à réfléchir à la question de l'évolution. En effet, pour expliquer la complexité des systèmes biologiques, certains affirment que c'est à travers de très longues périodes que ces prodiges ont pu s'accomplir. Pour eux, la nature est comme une très vieille dame qui, maille après maille, a eu le temps de nous tricoter les éléments providentiels de la vie. Beaucoup de temps, des milliards d'années. Ces très longues durées sont comme un réservoir qui abrite l'explication. Ainsi, et pour chaque innovation, l'athée puise dans le seau du passé. Au fil du temps, la nature a fait. Mais le monde abrite des millions d'espèces et d'inventions. De fait, et en attribuant un quota temporel à chacune d'elles, le réservoir serait très vite asséché. Le nombre d'années ne suffit pas. Par ailleurs, et le deuxième problème avec le temps, c'est que dans l'univers, l'énergie tend à se dissiper à cause de cette funeste attraction que l'on appelle l'entropie. Les atomes, les particules et les rayonnements sont attirés vers le désordre et vont finir par se dissoudre. Sur le plan biologique, c'est ce processus qui fait vieillir notre peau,
qui affaiblit nos organes et nous pousse à retourner à la poussière. Ce qui est amusant, c'est que tout en se plaignant de l'impact de la vieillesse sur leur corps, certaines personnes vous expliquent que c'est grâce au temps que des millions d'espèces sont sorties du néant. C'est absurde, car c'est justement le hasard mêlé au temps qui crée l'entropie et donc qui s'oppose avec vigueur à toute forme de vie. On peut illustrer ce processus en plaçant les pièces d'une montre dans une boîte. En faisant bouger la boîte, j'active le hasard. Selon les lois de la probabilité, pour remettre les pièces à leur place, il suffirait de secouer la boîte suffisamment longtemps. Mais il y a un gros problème. En effet, à chaque mouvement, et alors que je cherche à reconstruire la montre, j'abîme les éléments du mécanisme. Après quelques centaines d'essais, les roues auront perdu leurs dents. Par la suite, et après un plus grand nombre de mouvements, je n'aurai plus que de la poussière de montre. Rien, mais rien ne permettra alors de faire machine arrière. De la même manière, dans notre univers, le hasard et le temps sont comparables à un moulin à café. Les éléments sont dans la boîte et de par les forces en jeu, la manivelle ne cesse de tourner. Par conséquent, et à cause des frottements de l'entropie, plus le temps passe et plus le grain devient fin. Le temps n'est pas l'explication de la vie. Au contraire, il en est le problème. Mais alors, et face à ce terrible moulin, comment la vie peut-elle surgir du néant? Comment un arbre peut-il lutter contre l'attraction et s'élever dans les airs? D'où vient la vitalité qui permet à un insecte ou un oiseau de combattre la gravité qui cherche à le clouer au sol? Par quelle autorité la vie peut-elle s'organiser et s'opposer au processus de destruction qui enveloppe notre univers? Qui a eu l'idée d'enregistrer le présent pour créer la mémoire? Ce sont ces questions que nous allons aborder dans le prochain épisode. Plus tard, nous aborderons à nouveau la question du temps et notamment en prenant en compte l'éclairage qu'en donnent les révélations de la Bible. Mais avant de poursuivre, prenez la peine de savourer le présent. Faites revenir vos beaux souvenirs et visez à faire de bonnes choses aujourd'hui et dans la suite. Continuez aussi à suivre ces émissions, c'est un bon projet pour votre futur et je me réjouis de vous retrouver prochainement. Alors, à tout bientôt.